Boulevard de la culture, l'émission culturelle de Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCJ dans Boulevard de la culture. J'ai le bonheur de recevoir comme première invitée de cette nouvelle saison la romancière la plus lue de France et qui vient de sortir son 8e roman Tenir debout aux éditions Albin Michel. Mélissa Dacosta, bonjour. Bonjour. Alors, Tenir debout, c'est l'histoire d'Éléonore, 24 ans, qui termine ses études d'art et qui est ouvreuse au théâtre. C'est là qu'elle rencontre François, 42 ans, qui est un comédien en vogue dont elle devient la maîtresse. Ils ont comme projet d'emménager ensemble. Ils s'aiment follement, tout va très bien entre eux. Et c'était sans compter sur l'accident de scooter de François percuté par un bus et qui va le clouer dans un fauteuil roulant. Le handicap, c'était déjà un thème que vous aviez un petit peu exploré dans un précédent roman, Les douleurs fantômes, sorti il y a 2 ans. Vous vouliez creuser davantage ce sujet-là et voir peut-être au-delà de la maladie, voir si on peut s'en sortir et comment on s'en relève, justement. Oui, c'était un thème de mon roman Les douleurs fantômes. Et c'est en le relisant, en le retravaillant, que je me suis dit qu'il fallait vraiment en faire un roman à part entière. Et ce qui m'intéressait, au-delà du handicap, c'est le couple. Et finalement, j'ai beaucoup de lecteurs qui se retrouvent dans ce roman parce qu'ils parlent du couple face à la difficulté, quelle que soit la difficulté. Certains retrouvent beaucoup de points communs alors qu'ils ne sont pas en fauteuil, mais ils traversent une dépression, une autre maladie, la perte d'un emploi. Finalement, voilà, c'était le couple face à la perte d'identité de l'un des deux et à la nécessité de se reconstruire. Alors, on suit dans votre livre l'évolution de la situation de François et d'Éléonore sur les 3 ans qui suivent à l'accident. Évidemment, quand il se produit, c'est très dur. D'abord pour François, à qui on Oui. annonce son passé finalement par 4 chemins qui ne va plus jamais marcher. Il a aussi du mal à obtenir en fait des informations sur son Ouais. état de santé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une telle pression, un flux tellement tendu en fait à l'hôpital que malgré sans doute la volonté des médecins qui ne sont pas à blâmer, il y a quand même un manque assez flagrant d'empathie et d'humanité, surtout quand il s'agit d'annoncer de telles nouvelles, des nouvelles aussi graves, quoi. Oui, alors, le pire dans tout ça, on pourrait se dire que cette scène est un peu, stéréotypée, fictive et fausse et exagérée, tout ce qu'on veut. Mais, cette scène, je l'ai écrite comme ça parce que je suis entrée en contact donc, avec Yann, qui s'est retrouvé paraplégique du jour au lendemain suite à un accident de la route. C'est quelqu'un que vous connaissiez Alors ou, que je ne connaissais pas, mais, ok. dans le cadre de l'écriture de ce roman, je voulais me rapprocher d'une personne qui pourrait accepter de répondre à mes questions et me livrer, tous les ressentis intérieurs, les douleurs, le parcours de soins et cetera et de reconstruction. Et donc Yann, m'a raconté la façon dont on lui avait annoncé qu'il ne remarcherait jamais et ça s'est passé plus ou moins de cette façon. Donc, Et comment il l'a vécu du coup? il l'a pas très bien vécu Mm. du tout. Donc, voilà, on n'est pas là pour blâmer les médecins en effet, mais c'est une réalité. Il y a un manque de temps, de compassion, Mm. d'empathie et d'humanité derrière tout ça. Et on est tous à un moment donné patients de l'hôpital et je pense qu'on l'a tous, un petit peu vécu, cette impression de déranger, de faire perdre du temps, de se faire tout petit, Mm. et d'être dans le brouillard, de n'avoir aucune info sur son état de santé, c'est terrible. Et d'ailleurs, François ne croit pas à ce premier diagnostic qu'on Oui. lui pose. Il va en demander un autre au centre de rééducation. Il va être transféré. Là, c'est la douche froide, hein. Le verdict Ouais. est sans appel, malheureusement. Donc, j'ai envie de dire que du déni viennent ensuite les idées noires. Oui. Lui qui ne conçoit la vie que dans sa plus grande légèreté. En Mmh. fait, il n'a plus envie de vivre, plus envie d'exister. Vous pensez, Mélissa Dacosta, qu'il faut justement passer par là, toucher le fond, être au plus mal pour ensuite ne pas avoir d'autre choix que de se relever finalement? Alors non, je pense qu'il y a d'autres façons quand même, Oui, mais en tout cas, quand on heureusement, touche le mais fond, oui. on Oui, dans des cas pareils, ouais. dans des et surtout vu la personnalité de ce personnage, qui est François, qui ne vivait qu'à travers l'apparence, le regard des autres, sa petite gloire, Mmh. heu, il fallait vraiment qu'il touche le fond et qu'il se laisse dériver pour pouvoir, se transformer et puis, évoluer dans un autre sens. Bon après je pense qu'on peut, on peut se réinventer et rebondir sans aller si loin. Oui. Mais dans un cas pareil, je pense que quand on vit, un diagnostic pareil, en tout cas tous les gens à qui j'ai pu parler, m'ont confirmé qu'à un moment donné, il y a des idées très, très noires et des envies suicidaires. Parce que, mine de rien, c'est une mort symbolique. Mmh. On n'est pas mort de cet accident, le corps fonctionne encore. Bon, il y a la moitié du corps qui est insensible et qui ne répond plus. Mais,
du point de vue symbolique et de la personnalité, c'est une mort et tout le monde le dira. Il faut dire adieu à la personne qu'on était, à l'image de la personne qu'on était pour en réinventer une autre. Surtout qu'il était comédien, donc il faisait quand même En un métier plus, d'image, donc c'est très important pour lui, évidemment, d'autant plus, ce oui, corps, et c'était son outil de travail aussi. complètement. Son outil de travail et il avait une personnalité aussi un petit peu Mm. égocentrique. Il aimait briller. Il aimait briller, il aimait qu'on soit dans l'admiration de sa personne. Mm. Donc, c'était le pire cas de figure pour lui. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a souvent ce cas de figure quand les personnes traversent, ont vécu un grave accident, celui de faire table rase du passé Ouais. et de se dire qu'on ne sera plus jamais l'homme ou la femme qu'on a été, pour ne pas se comparer en fait à l'ancien soi. C'est ça, vous pensez? Bah, c'est comme ça que je l'ai un petit peu imaginé en me mettant dans la peau de François pendant l'écriture du roman. Je me disais, bah, c'est une façon peut-être un peu lâche d'échapper à la réalité. On se Mm. réinvente tellement différent et tellement autre qu'il n'y a plus de comparaison possible. Mm. Et donc, bah, il était comédien reconnu, adulé. À un moment donné, il se contente et il se dit très heureux d'être en étant vendeur dans une boulangerie en rase campagne en Bourgogne. Il n'y a pas de comparaison possible. On est sur deux plans totalement différents et Mm. donc on ne peut pas mesurer tout à fait le fossé qui sépare les deux François puisque ce ne sont plus du tout les mêmes. Et à un moment donné, pour guérir, il a besoin de ne pas faire. Enfin, à un moment, il s'imagine qu'il faut faire complètement table rase du passé, Ouais. couper chaque lien qui le relie à son passé. Et puis, il a l'impression d'avoir guéri, mais on se rend bien compte qu'il ne l'est pas tout à fait. Il n'est pas tout à fait debout dans sa tête. Et il se remet debout dans sa tête en récupérant des petits morceaux de son identité d'avant, des petits morceaux de son passé. Alors, on va pas tout, Mm. tout dévoiler, effectivement, mais dans tous les cas, au début, à l'annonce de ce diagnostic, François se renferme sur Ouais, lui. Il refuse toutes les visites, hormis celle ouais. d'Éléonore. Il ne répond plus aux appels, plus aux messages. Il envoie aussi balader son psychologue. Mhm. L'un des messages de votre livre, c'est aussi de dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, quand on traverse une telle épreuve, en fait, on ne s'en relève pas seul. C'est important de Mhm. parler à des proches, à des médecins, en tout cas de mettre des mots, MOTS, sur des mots, MAUX, pour encaisser et comprendre ce qui nous arrive et ensuite accepter en fait de guérir. Oui, 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 complètement, complètement. Mais je pense que, ouais, dans un premier temps, il faut peut-être accepter ce besoin ouais, de repli, de Mmh. solitude, de colère. Il en veut à la terre entière. Tous ceux qui sont sur leurs jambes lui renvoient quelque chose d'insoutenable. Donc, il y a quand même un temps de repli. Je Mmh. pense qu'il faut Passer quand par même, en là. tant que proche, respecter. Mais Mmh. ensuite, on voit très bien que si la personne n'est pas entourée et soutenue, on peut très vite tomber dans une dépression terrible. Et d'ailleurs, en centre de rééducation, pour en avoir parlé avec Yann, la rééducation, entre guillemets, psychologique, elle tient une place énorme, en fait, Peut-être même plus importante. peut-être même Mmh. plus importante que la rééducation physique. Mmh. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des musicothérapeutes, des arts-thérapeutes. Il y a vraiment un accent qui est mis sur Le mental. le mental, Mmh. complètement. Alors c'est aussi très dur pour Éléonore quand l'accident se produit. On l'a dit, elle a 24 ans, c'est l'âge de la liberté, Mhm. de l'insouciance, et finalement sa vie va changer du tout au tout. On a dit, ils ont comme projet d'emménager ensemble, donc elle va porter ce déménagement à bout de bras toute seule. Oui. Elle va devoir prendre un job alimentaire aussi pour payer le loyer toute seule. Et puis elle perd ses amis parce qu'elle n'a plus les mêmes préoccupations Ouais. qu'eux, tout simplement. Donc elle est, j'ai envie de dire, elle est plus seule que François, qui est tout de même, Oui, lui, assez accompagné dans son centre de rééducation. Il y a aussi une vraie détresse en fait chez les aidants, les accompagnants, qu'on ne mhm, perçoit pas toujours, Mélissa Dacosta. complètement. Bah parce que la personne blessée se retrouve dans ce repli, dans sa Mm. douleur, mais du coup, elle cesse de se préoccuper de tout le reste. Tout lui passe au-dessus, le déménagement, l'appartement. Lui, il est cloué dans un lit immobilisé. Et donc, bon, il est centré sur sa détresse, mais c'est tout. Alors que les dents, finalement, se prend de plein fouet tout le reste. Donc, elle a eu une journée, Éléonore, pour oublier le reste du monde. Et puis, il y a une scène où elle rentre de l'hôpital, où elle s'est sentie dans une bulle, presque, malgré la douleur. Mm. Et elle rallume son téléphone et là, ben, il y a le travail, il y a le déménagement, le camion de location qui est en attente, l'état des lieux, etc. Et le reste du monde qui vient peser sur ses épaules. Et c'est l'aidant qui prend en charge ça. On ne peut pas demander au malade, à l'accidenté de gérer le quotidien. Donc c'est l'aidant qui porte tout le reste, qui s'oublie puisque lui n'est pas blessé, lui n'est pas diminué. Donc il y a aussi cette culpabilité. Mm. Il doit assurer le reste puisqu'il est encore valide.
Et donc, ouais, c'est un poids assez énorme et il y a beaucoup de solitude, du côté des aidants et j'ai entendu une émission là-dessus d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Les aidants finissent par mourir, plus tôt que la personne malade dans les couples de personnes âgées où l'un, est très atteint et l'autre est encore, valide, en pleine forme. C'est l'aidant qui finit par décéder en premier d'épuisement et de solitude, en fait. Ouais, C'est fou et on s'en rend pas et on s'en compte, on rend n'en pas parle compte. pas assez effectivement que c'est tout aussi important et tout aussi grave, j'ai envie de dire. Ouais. C'est compliqué pour les 2. En tout cas, Éléonore donc ne va pas bien. Elle continue quand même à aller à l'hôpital et Mmh. elle le dit, elle y va. Elle fait bonne figure, elle se constitue un masque, Oui, hein, très clairement. Elle est finalement partagée entre le fait de c'est triste à dire, hein, mais de soulager sa conscience ouais. en rendant visite à François et puis, le fait de vouloir s'écouter intérieurement et de Mmh. fuir ce lieu maudit, très vite et le plus loin possible. Oui, ben, c'est ce qu'elle dit à un moment donné. Elle continue d'y aller pour le François d'avant, enfin, pour Ouais. honorer le souvenir de cet homme d'avant, puisqu'elle ne le reconnaît plus. Lui, il est dans une telle détresse qu'il est irascible, il est violent Mmh. psychologiquement, enfin voilà, il devient presque monstrueux. Il est même violent physiquement à certains moments du roman. Et donc, bah, elle a bien conscience que cet homme-là, elle ne l'aime pas, en tout cas, oui, cet homme du présent, elle ne l'aime pas. Mais, voilà, pour honorer le souvenir de l'homme qu'elle a aimé, elle continue d'y aller et elle s'oublie, elle s'étouffe. Et les choses vont encore se compliquer quand François va obtenir sa première Ouais, permission. Donc, il va partir du centre de rééducation un week-end pour leur nouvel appartement avec vue sur les buttes de Chaumont. Éléonore se réjouit énormément de cette permission. En fait, elle déchante très rapidement en se ouais. rendant compte que la société, malgré les progrès qui ont Mmh. été faits, en fait, elle n'est pas du tout pensée ni adaptée aux personnes en situation de handicap. Cette question de l'adaptabilité, évidemment, elle a une résonance particulière avec les Jeux paralympiques qui Oui, se sont achevés la semaine dernière. Là aussi, on s'est rendu compte finalement à Paris, dans d'autres villes de France, sûrement aussi dans d'autres pays, qu'il y a encore ah énormément oui. de chemin à faire pour améliorer justement la condition de vie de ces personnes en situation de handicap. Ouais. Ah oui, Mm. complètement. Mais je pense que même sans être handicapé, à partir du moment où on a des enfants et où on se promène avec une poussette, on se rend compte à C'est déjà quel point la compliqué. ville est une jungle. Et à chaque fois, j'ai une pensée pour les personnes en fauteuil parce que je me dis éventuellement, moi, je replie ma poussette, je la prends sous le bras et je prends mon enfant sous l'autre bras Mm. et je m'en sors. Mais une personne en fauteuil, comment elle fait? Alors, on évolue, on va dans le bon sens, mais c'est encore très compliqué. Et c'est aussi une des choses qu'a pu me révéler Yann, donc cette personne qui répondait à mes questions. Elle me disait, «Le centre, c'est un espèce de cocon et si on n'y prend pas garde, on y reste. On repousse la sortie parce qu'on se rend très vite compte que le reste de la société n'est plus du tout adapté». Même, des choses toutes bêtes, mais les interrupteurs, pour éteindre ou allumer une lumière, la taille des portes pour Ouais. entrer dans des pièces. Il me disait: «Il y a des parties de ma maison où je ne peux plus mettre un pied du tout parce que le fauteuil ne passe même pas en largeur ou alors il y a des demi-marches un petit peu partout». Et ça, bah, on en a pas conscience du tout, hein. Bah, surtout dans ce centre de rééducation où tout est adapté, tout est Tout. pensé et on s'en rend pas compte. Enfin, on trouve ça assez Oui, normal c'est finalement ça. et une fois à l'extérieur, là, on se dit: «Ah oui, au fait, c'est pas du Non, tout la tout même devient chose», un effectivement. combat, rien Mmh. qu'accéder à un évier. Je me rappelle, il me racontait que sa compagne devait partir travailler, donc elle lui déposait une bassine sur la table avec sa petite brosse à dents, son gant et donc il avait une bassine d'eau pour toute la journée, faire de la vaisselle, se laver les dents, se débarbouiller, enfin, on Ouais, se donc dit quand c'est même et c'est le cas dans beaucoup de logements, je pense. et ne serait-ce là, en parlant de ce roman, ne serait-ce que pour monter au 5e étage, Ah finalement, il y oui, a pas d'ascenseur, non. là aussi, c'est un parcours du Ah, du c'est un du parcours du combattant. Mmh. combattant, ouais. On a aussi vu à travers ces Jeux paralympiques et c'est une dimension que vous explorez aussi dans votre roman, à quel point le sport finalement est essentiel pour Mmh. l'inclusion, sociale. C'est grâce à ça qu'on tisse des liens et surtout, j'ai envie de dire qu'on oublie notre condition un petit peu pour Oui. quelques heures. Oui, quand on se dispute, un match, on est comme avant dans la compétition, dans le jeu, dans le plaisir, Dans la vie, en dans fait. la vie Mmh. et puis il y a aussi cette idée de on peut encore se surpasser, malgré un corps, diminué, détruit, insensible. Il y a encore cette notion de se surpasser, se donner des challenges à atteindre et donc ça, je pense que c'est très important aussi. Au-delà de la question de l'adaptabilité, pendant cette première permission, il y a une autre question qui prédomine. Tout simplement, le sexe est-il Ouais, encore possible? Alors c'est une ouais, question, c'est qu'on très tabou n'aborde encore. pas trop. Mmh mh. Effectivement, c'est super tabou. Pour vous, ça a été, nécessaire d'en parler, de montrer ce qu'il est encore possible de faire quand on perd effectivement l'usage de ses jambes et aussi peut-être surtout de montrer qu'il y a pas qu'une seule et unique façon de Mmh. faire l'amour, de donner du plaisir et d'en recevoir? C'était presque la thématique par laquelle je suis entrée dans ce roman. Je voulais parler du couple, et de
qu'advient-il du couple quand une des deux personnes n'a plus accès à une sexualité standard? C'était un des grands points d'entrée, pour moi en tout cas, dans la thématique. Parce que ce couple repose Parce que là-dessus. oui, en plus, donc j'ai poussé les choses plus loin. J'ai choisi un couple qui était encore dans des débuts, dans une phase de passion, voilà, dans le plaisir charnel presque seulement. En fait, c'était un couple qui ne reposait pas sur grand-chose d'autre. Il Ça était fait à un ses an qu'ils débuts. sont ensemble. Ça faisait un an. Et encore un an sans vie commune, un an de passion illégitime. Ils se voyaient en cachette. Donc, tout ne reposait que là-dessus. Et donc, j'ai volontairement choisi ce genre de couple pour que le défi soit encore plus difficile à relever. Et en plus, j'ai choisi un personnage de François qui s'était construit sur une image de la masculinité complètement biaisée. Tout ne reposait que sur la sexualité, le fait de charmer, le fait de dominer, de conquérir, de s'emparer du corps de la femme. Et donc, lui, il ne pouvait concevoir le sexe que d'une façon Assez brutale. ouais, assez brutale, assez pénétrante. Et tout ne tournait qu'autour de son sexe. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a un des personnages, un de ses amis, je crois, qui lui dit, mais enfin, tu n'as plus de jambes et tout ce qui te soucie, c'est de ne plus avoir ton sexe. Tes jambes, tu t'en moques, mais ton sexe, tout ne tourne qu'autour de ton sexe, alors que tout le reste s'était effondré et il ne focalisait que là-dessus. Et donc, ça me paraissait intéressant de démontrer qu'en fait, oui, la sexualité et l'érotisme, c'est beaucoup plus large que seulement ce membre-là. Et en fait, sans son sexe, justement, il ne se sent plus homme. Donc C'est la ça. question, c'est comment lui-même peut encore parvenir à s'aimer sans se sentir homme. Et C'est puis, ça. on le disait pour Éléonore, la question, comment aimer cet homme devenu complètement différent et Mm, physiquement et caractériellement. Donc c'est vraiment deux questions Oui, centrales de ces deux personnages finalement. complètement. Il y a aussi ce désir, évidemment, du coup, d'enfant de la Mhm. part de François. Alors, c'est un enfant pour le maintenir en vie, j'ai envie de dire, pour chasser ses idées noires, pour apporter un peu de lumière dans sa vie. C'est un petit peu, bien sûr, le parcours du combattant pour Éléonore de Mhm. tomber enceinte dans ces conditions. Et surtout, elle ne veut pas de cet enfant. Elle le dit, hein, si elle en fait un, c'est pour sauver François, sauver leur couple. C'est un acte presque criminel de concevoir un enfant comme ça, en tout cas assez égoïste de penser qu'un petit bout de chou va pouvoir sauver un couple de tous ses tourments. Oui. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mmh. Et le message n'était pas de dire que c'était une très bonne idée, au contraire. Mais voilà, François arrive à un moment donné où toutes ses identités sont complètement à terre. Il ne se sent plus homme, il ne se sent plus conjoint, il ne se sent plus amant. Il n'est plus comédien, il est sans emploi et il a envie d'une identité qui tienne encore la route. Et au centre de rééducation où il côtoie une infirmière qui est en train de donner la vie, qui a un bébé dans son ventre. Et ça fait naître un espèce de désir en lui, égoïste, dans un premier temps, complètement égoïste. Et il se dit, père, c'est une identité que je pourrais tenir éventuellement. Et Et surtout, je pourrais être dans les yeux de cet enfant quelqu'un. Puisque l'enfant, voilà, avec toute sa pureté, son innocence, n'a pas de notion de qu'est-ce qu'un homme valide, non valide. Voilà, on est dans un amour inconditionnel. Et donc, lui, il se raccroche à cette peut-être future identité qu'il pourrait avoir. Et puis peut-être qu'il veut aussi retenir Éléonore de cette façon. Mais voilà, c'était plutôt une question de se raccrocher à une identité. Et elle, elle est dans le sacrifice d'elle-même, une fois de plus, comme elle a sacrifié sa carrière, sa jeunesse, sa vie amicale. Elle continue sur cette lancée puisqu'elle ne pense plus, elle ne réfléchit plus, elle a envie de sortir de ce tunnel de noirceur. Donc, c'est un petit peu un robot, hein, finalement. c'est un robot, elle est anéantie. Donc elle se dit, tu veux un enfant, je vais te le faire. À un moment donné, elle ne réfléchit plus, puisque de toute façon, elle s'impose des relations sexuelles presque non consenties depuis un bon moment. Donc elle y va, elle ne se pose pas la question. Et quand elle prend conscience de ce qu'elle a fait, voilà, ça peut faire mal, sans Effectivement. trop en Et révéler. oui. Alors on va effectivement pas tout dévoiler, mais c'est vrai que les choses ne vont pas s'arranger à la naissance Complètement. de cet enfant. On va juste dire qu'elle Oui. fait un baby blues, donc elle ne se sent pas mère et elle ne trouve pas sa place au sein de ce Mhm. nouveau trio. C'était aussi un message que vous souhaitiez adresser à vos, j'imagine, jeunes lectrices qui sont enceintes, qui viennent d'accoucher, celui de dire que c'est pas aussi naturel pour tout Mais le non. monde que de devenir maman, qu'il faut s'éloigner finalement du regard des autres, de la pression de la société et même de cet imaginaire collectif qui nous fait Mm. croire à quel point c'est merveilleux alors qu'en réalité, on peut être traversé par plein de sentiments contradictoires et il n'y a Complètement. aucun mal à ça. Non, c'est naturel. L'instinct maternel, c'est une invention, contrairement à ce qu'on croit. C'est une Ouais. invention culturelle et sociétale. Donc non, il n'y a pas d'instinct magique. C'est important de le dire. C'est important de le dire.
Déjà pour toute femme qui a souhaité cette grossesse, qui a traversé une très belle grossesse et un très bel accouchement, on peut être complètement démunie, face à un manque de sommeil, face à des douleurs physiques et à l'arrivée d'un petit être qu'on ne connaît pas. C'est pas parce qu'on a partagé 9 Mmh. mois son corps avec une petite chose qui bouge et qui donne des coups. On ne la connaît pas cette personne, on la découvre en même temps que le papa, c'est important de le dire. Mmh. On a l'impression en entendant les témoignages que Magique tout de l'amour est suite. là dès le Mmh. premier jour. Pas forcément et puis, j'ai beaucoup de femmes de mon entourage, maintenant on en parle de plus en plus, avant c'était complètement tabou, mais qui ont pu me dire: «Moi, il m'a fallu 6 mois pour apprendre à aimer ce bébé, c'est un inconnu, on me l'a mis dans les bras, je ne connais pas cette personne». J'avais des petits coups dans mon ventre, c'était des sensations physiques, maintenant j'ai un être humain dans les bras, je ne fais pas le lien entre les 2. Et là, dans le cas, dans le cas d'Éléonore, non seulement il y a eu une naissance ultra brutale par, Mmh. césarienne d'urgence, donc il y a aucune prise de conscience de ce qui se passe, c'est une opération chirurgicale, c'est un arrachement, c'est pas une naissance qui est vécue dans la douceur et en plus elle n'a pas fait ce bébé pour Pour elle-même, elle. elle n'en Mmh. voulait pas, donc je pouvais pas, inventer quelque chose de faux, d'édulcoré. C'était impossible que ça se passe, bien pour Éléonore et puis c'est bien d'en parler dans la voilà, dans la fiction, dans la littérature, d'avoir ce genre d'images qui peuvent rassurer. Vous êtes aussi vous-même, Mélissa Dacosta, sans parler forcément de votre vie privée, mais Oui. une jeune maman. Oui, Vous oui. aussi, vous êtes passée par ces sentiments, contradictoires ou ça a été assez naturel, Ah pour bah, vous? oui, oui. Alors, ça a été naturel. J'ai eu tout de suite un lien très, très fort avec mes 2 bébés et beaucoup de tendresse. Mais, je suis passée par des phases et d'ailleurs ça j'ai mis 2 mois pour ça dans le livre. À un moment, on dit qu'elle touche les coudes du bébé Oui. et elle reconnaît, elle a senti ces petites pointes, ces petites choses pointues à travers sa peau. Moi, je suis passée par ces phases-là où je palpais mes bébés en me disant: «C'est bien ça ce que je sentais». Parce que entre sentir des enfin, c'est quand même assez étrange de sentir des choses vivantes s'animer à l'intérieur de nous, C'est c'est pas ce quand qu'il y a même de plus assez fou naturel, quand bien même. sûr. C'est étrange, c'est parfois désagréable. Donc j'ai eu besoin de palper le corps de mes bébés en me disant: «C'est bien lui, je reconnais la pointe de ses coudes». Et puis les premiers temps où il y a énormément de fatigue, de Mmh. douleurs physiques, je suis passée par 2 césariennes aussi, donc je sais ce que c'est. On est à la fois dans une extase et un bonheur pur et dans un espèce de trou noir où on se dit: «Mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que je vais dormir 2 heures d'affilée? Quand est-ce que je retrouve une existence à moi? Quand est-ce que je retrouve mon corps?» Donc on est sans cesse entre les 2 en fait. Donc C'est c'était très important. ambivalent, oui, oui et toutes les femmes le vivent Exact et c'est bien de le rappeler, et c'est bien de le c'est bien de le rappeler. dire, je suis entièrement d'accord. Donc Éléonore Planche, hein, on l'a compris Oui, à la naissance, de ce petit, garçon. Sa seule échappatoire et d'ailleurs depuis l'accident oui. de François, c'est l'écriture. Mmh. Alors elle écrit, j'ai envie de dire, pour, s'inventer une vie, inventer des personnages, inventer des problèmes aussi à ces personnages Oui. pour, fuir sa vie et la Ouais. relativiser. Ça vous arrive, vous aussi, Mélissa Dacosta, de prendre la plume pour vous éloigner de votre quotidien et ensuite vous dire: «Bon, ça va, c'est pas aussi pire que ce que j'imagine». Oui, alors moi le personnage d'Éléonore dans son rapport à l'écriture, c'est moi. Il n'y a pas de secret. J'écris depuis toute petite, depuis que je suis capable de tenir un stylo et d'écrire. Non pas que mon quotidien soit désagréable ou morose, mais je trouve ça incroyable de pouvoir, sortir de son corps et entrer dans le corps de quelqu'un d'autre, devenir un homme, devenir une femme très vieille, à l'autre bout de la planète. En Mmh. fait, tout est possible. Il y a plus aucune limite. On peut être omniscient et vivre mille et une expériences. Et c'est vrai que dans mes romans, il y a beaucoup de drames. Donc, je pense que ça me permet de relativiser mon existence, qui est plutôt agréable et belle. Mais c'est vrai que j'aime me plonger dans d'autres vies, vivre d'autres drames. Relever des épreuves, ça permet ouais, presque de se sentir plus à même d'affronter ses propres problèmes. Et quand vous écrivez, ce livre, on va en reparler, mais somme toute assez, noir, vous arrivez ensuite à reprendre, pleinement pied dans votre existence ou vous restez un petit peu avec des idées noires et des problèmes dans Non, la tête? non, 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 je me sens jamais mal quand j'écris un roman, même si mes personnages traversent des phases, terribles, ça ne vient pas entacher ma vie à moi, vraiment pas. Donc il y a une vraie Parce que c'est distinction, une un vraie barrière. costume, voilà, Ouais. je suis comme un comédien, je repose mon petit costume, sur son portant, je quitte la scène et je reviens dans ma vie et je suis juste, heureuse d'avoir vécu cette autre existence un temps et je reviens dans mon existence. Mais il y a, oui, émotionnellement parlant, c'est complètement séparé les 2 aspects. Bon et là pour ce livre, heureusement, j'ai envie Oui, de dire.
Alors, Éléonore, sa source d'inspiration, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, ce sont ses voisins. Elle les observe tous les soirs et elle se rend compte en les observant qu'elle n'est pas toute seule, qu'on est tous, et c'est assez vrai, hein, chacun de nous est traversé par des tempêtes. Mmh. On n'est pas tout seul. C'est-à-dire que, comment dire, on est tous à quelques mètres des uns des Oui, autres, mais profondément seuls avec nos problèmes. Et c'est ce que vous dites oui. dans votre livre. C'est un constat qui est encore davantage vrai à l'ère des réseaux sociaux et des écrans, qu'on ne se parle Mmh. plus et qu'on intériorise tous sans en parler autour de soi. Oui, je pense que ça c'est une situation qui a peut-être bien empiré. On pense qu'on est plus connecté, qu'on est plus ouvert, Mm. qu'on est sans filtre grâce aux réseaux sociaux et je pense que, bah, on se crée une fiction à travers les réseaux sociaux, mais le résultat reste le même et peut-être que les rapports sont devenus plus compliqués dans la vraie vie à cause des réseaux sociaux. Heu, ouais. Oui, oui, non, C'est c'est quoi un votre rapport constat. à vous, justement, aux écrans et aux réseaux? Vous êtes assez connecté, assez addict à ça, ou vous arrivez à prendre du recul et avoir une vie Je prends de plus en plus de recul. J'ai pu avoir des périodes où je me mettais à partager tout et n'importe quoi et à un moment donné, je me suis dit: «Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu attends, en mm, fait? Qu'est-ce que tu pourquoi? Qu'est-ce que c'est censé t'apporter les d'avoir likes, les des commentaires? j'aime, des commentaires? Est-ce que tu as envie que les gens aient envie d'avoir ta vie? Quel est le problème, en fait?» et donc là, plus ça va, moins je partage tout et n'importe quoi. De plus en plus, je centre ça sur, voilà, ma vie professionnelle Mm. seulement, ou alors de temps en temps un petit, ouais, éventuellement un petit cliché perso, mais de moins en moins en fait, parce que de Vous voulez plus vous en plus je protéger aussi? m'interroge. À la fois, il y a le côté, bah, je protège, mes enfants, je protège, voilà, les gens de mon entourage et puis pourquoi en fait? Pourquoi on le fait? Et quand on commence à Ouais. creuser, on se rend compte que c'est stupide, quoi. Qu'est-ce qu'on attend de ce regard extérieur sur nos vies? Est-ce qu'on a envie de faire rêver, d'envie de provoquer de l'envie? Pourquoi? Et le message, ce serait aussi de dire qu'il faudrait plus d'empathie, de bienveillance et d'humanité dans notre société, sortir Ouais, justement de nos écrans et je sais pas, des choses toutes bêtes, mais sourire aux autres, ouais. leur dire bonjour, leur tenir la porte. On ne sait pas ce que les autres traversent et voilà, ces petits gestes du quotidien et de rien Mmh. du tout peuvent faire grand bien effectivement à ceux qu'on croise dans la journée. Complètement, complètement et oui, oui, c'est bien le message d'Éléonore qui tous les soirs, se retrouve face à une dizaine de fenêtres éclairées Mm, et des gens qui ne se parlent jamais et qui partagent les mêmes choses et le message final est: «Ouvrez vos fenêtres, ouvrez vos exactement. portes, ouvrez-vous les uns aux Et autres». parlons-nous. Mmh. L'écriture, elle fait du bien à Éléonore, mais elle écrit en cachette, hein. Elle pense pas Oui. du tout qu'elle va un jour, faire carrière, là-dedans. Dès que quelqu'un, s'approche d'elle quand elle écrit, elle fuit au possible. Vous aussi, Oui. vous êtes passée par là, Mélissa Dacosta. Comment est-ce que vous êtes parvenue à assumer votre envie de devenir romancière? Comment est-ce que vous avez, mis un mot sur cette envie-là? Il y a eu un long processus? Oui, ben j'ai commencé à écrire, autour de l'âge de 7 ans et jusqu'à mes 25 ans, déjà, personne n'a jamais rien lu, ne serait-ce qu'une phrase de ce que j'écrivais. Mais est-ce qu'on savait que vous écriviez? Oui, bah, Ah donc oui. mes parents, mes sœurs, me voyaient en train d'écrire. Mes amis, je leur alors il y a eu une époque au collège, j'avais des amis qui aimaient écrire, donc on écrivait mais en cachette parce que c'était pas forcément, la passion la plus sexy. Vous savez, à l'époque du Il collège, y il avait pas faut un être club populaire. d'écriture ou Alors non? là, non, déjà, fallait pas avouer qu'on faisait de la chorale entre midi et 2. J'adorais la chorale, mais j'avais tellement honte que je le faisais. J'y allais en cachette. C'est terrible cette époque du collège où on veut être dans le paraître, on veut être, tendance, Dans le moule, en fait, ressembler à tout le cool, monde. c'est Mmh. ça et donc bah, c'était honteux si on apprenait que j'écrivais donc pendant longtemps, j'ai été dans cette, presque honte d'écrire et puis, un jour, j'ai quand même réussi à terminer un roman pour la première fois donc j'avais 25 ans quand je suis venue à bout d'un roman parce que pendant des années, c'était des débuts et des débuts et des débuts que j'abandonnais, que je Donc c'était pas une reprenais, histoire continue? jamais Ouais. et donc quand j'ai terminé un roman, je me suis dit: «Non mais c'est dommage quand même là, ça y est, il y a quand même, une part de rêve qui est concrétisée et j'ai réalisé, quelque chose quand même». Et donc, il fallait trouver quelqu'un pour me lire. Donc, évidemment, ma mère attendait que ça, mes sœurs voulaient aussi me lire, mais elles étaient trop proches. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'intime. Mmh. Quand on écrit sur l'amour, sur la sexualité, c'est compliqué d'être lu par ses proches qui peuvent faire des parallèles. Ouais, c'est Parce qu'il y a gênant, c'est forcément de gênant. vous dans ce que Il y a vous écrivez, forcément de donc bien moi. sûr. Donc, il me fallait quelqu'un de proche, mais pas trop proche. Donc c'est une dame qui s'appelle Catherine, qui est ma marraine d'adoption et à qui j'ai envoyé ce roman, qui m'a fait un super retour. Et puis de là, ça m'a un petit peu soulagée, ça a ouvert les vannes et donc
J'ai laissé lire ce premier roman à ma mère, à mes sœurs, à des amis. Voilà, petit à petit, j'ai gagné en confiance. Et c'est quand qu'on franchit le cap pour l'envoyer à des maisons d'édition? Jamais. C'est-à-dire? Jamais. Je ne l'ai jamais franchi. Je suis d'abord passée par l'auto-édition. Voilà, j'ai utilisé dans un premier temps la plateforme Amazon. Je ne sais pas si on peut la citer, mais qui franchement a été inutile et décevante. C'est de la mauvaise pub, Parce du que coup. bon, bah voilà, c'est une plateforme de commerce, hein, c'est pas une plateforme pour découvrir des nouveaux talents littéraires. Donc bon, bah ça n'a rien donné. Et puis. Oui, donc vous aviez mis votre roman là-dessus, Oui. c'est-à-dire, mais vous l'avez fait relier ou il y a eu un Bah, vrai même pas, travail c'était aussi en de... numérique. Ah oui, d'accord. C'était en numérique Ok. et il pouvait être imprimé à la demande si quelqu'un l'achetait. D'accord. Ok. Donc ça a surtout servi à ce que mes proches puissent le faire imprimer en jolis livres reliés. D'accord. Et puis c'est tout. Et j'ai écrit un second livre que j'ai déposé là, et puis c'est tout. Et donc j'étais vraiment partie dans cette logique de j'écris pour moi parce que j'adore ça, c'est ma passion. Et éventuellement, il y a quelques personnes de mon entourage qui prennent du plaisir à me lire, Mhm. et c'était tout. Et puis j'ai fini par entendre parler d'une plateforme vraiment pour le coup dédiée à l'auto-édition, donc qui s'appelle monbestseller.com. Mhm. Et une plateforme d'amoureux de la lecture, de l'écriture. Donc, on pouvait déposer son manuscrit en version numérique en ligne. N'importe qui pouvait le lire, le télécharger. Donc, il n'y avait même pas d'idée de marchandisation. Voilà, c'était beaucoup plus sain comme rapport. Et en fait, tout s'est emballé à partir du moment où j'ai déposé donc, ce troisième roman que j'étais en train d'écrire en ligne. C'était Tout le bleu du ciel. Oui, il y a eu un Il succès était même pas retentissant, terminé. évidemment. Mhm. Donc j'ai déposé une partie 1 de Tout le bleu du ciel qui s'arrêtait en plein milieu de l'intrigue. Et en fait, il y a eu un engouement tout de suite. Il y a eu beaucoup de lectures, de téléchargements, de très bons retours. Ça s'est emballé. J'ai déposé la deuxième partie sur le site. Ça s'est emballé Mais la encore. deuxième était prête ou vous Non, je envisagez continuais même... à l'écrire. Oh, d'accord, ok. Et vous échangez justement avec ces lecteurs Oui. et... Ouais, d'accord. Et J'échangeais, c'était fou. ils vous ont donné des idées justement pour cette deuxième partie ou même Pas spécialement, non, Ouais. non, mais c'était des retours très enthousiastes. J'avais je parvenais à me rendre compte qu'il y avait de l'émotion qui passait, beaucoup d'empathie pour mes personnages, donc ça m'a encouragée à vite terminer la suite et à la publier. Et une maison d'édition m'a repérée sur cette plateforme et m'a proposé un contrat, et c'est comme ça que tout est arrivé ensuite. Ce qui est assez fou. Donc, comme quoi, croire en ses rêves, c'est un peu. Et puis oser, en fait, aussi, se dire Oui. que pourquoi pas moi. Complètement. Mais justement, Éléonore, donc, on l'a dit, elle a pas confiance, hein, elle a toujours même peur de déranger, enfin, elle n'est jamais vraiment à sa place. C'est, on peut dire aujourd'hui, une caractéristique assez féminine, ça, Oui. ce syndrome de l'imposteur. Complètement. Vous l'avez vécu aussi ou... Oui, oui, bah, évidemment. Oui, je l'ai vécu, je le vis moins, vivez mais encore il y a toujours des situations dans lesquelles, voilà, on s'excuse presque d'être là, Même à votre même niveau, à mon romancière niveau, la plus lue de évidemment. France. Ah ouais. Mais c'est féminin, c'est insupportablement féminin. Et non, il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut que l'éducation des filles et des générations futures vienne à bout de ça. Parce que je me rends compte que toutes mes amies ont la même problématique. C'est un problème de confiance en soi aussi, en fait, finalement, c'est ça? Oui, de confiance en soi et puis un manque d'assurance que les hommes Non pas, n'ont non pas, Ouais, exactement. ça me tue. Ça me tue. Donc, ouais, encore des progrès à Mais faire oui. effectivement là-dessus. Alors, pour revenir maintenant à votre roman, donc Tenir debout, c'est un livre où les chapitres s'alternent et se répondent entre les pensées de François et les pensées d'Éléonore. Vous avez fait ce choix-là pour montrer que chaque personne vit en fait la situation différemment et voilà, et tente de tenir debout justement avec ses propres silences, ses propres peurs, ses propres colères, ses propres espoirs différemment en tout cas. Oui, ben je voulais parler du couple encore une fois. C'était vraiment l'objet que j'avais envie de disséquer. Et dans un couple, en fait, c'est ça. On a l'impression qu'on est unis, soudés, qu'on forme un tout, mais absolument pas. En fait, c'est ces deux personnes, deux intériorités et deux vécus différents. Pour un même événement, les vécus peuvent être à l'opposé, en fait. Et c'est ça qui est passionnant dans le couple. Comment on arrive à instaurer un dialogue pour se relier l'un à l'autre, parce que c'est loin d'être évident, en fait.
Les vécus peuvent être opposés, mais par contre, j'ai envie de dire que tout le monde, à la fois la personne en situation de handicap et ses proches, voient leur regard sur le monde complètement changer. Ça, pour Complètement. le coup, ça Oui, concerne tout le monde et ça tout le touche tout monde. le monde, tout l'entourage, effectivement, et c'est aussi important Oui. de le rappeler. Vous parliez de Yann et de Pauline, donc vous Mmh. les avez rencontrés, Oui. j'imagine, à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez changé votre vision de la vie, justement, enfin, grâce à ce couple, j'ai envie de dire, vous avez appris des choses sur vous, sur la vie que vous n'auriez pas pensé auparavant? Alors ils ont changé ma vision, c'est sûr. Déjà, ma vision autour du handicap Mmh. et du couple. Non pas que j'en avais une vision, terrifiante et terrible, mais, je m'apprêtais à écrire vraiment quelque chose de très, très sombre Ouais. et j'y allais, je plongeais dans la noirceur et je Ça aurait voyais pu une être plus fin, noir que ça? bah, disons Il y a quand même des qu'il passages, j'aurais pu ne pas, avoir ce final-là. Je voyais une fin où l'un des 2 finalement pour libérer l'autre, finissait par partir ah oui. d'une façon ou d'une Mmh autre, soit mh. une séparation, soit un suicide. Enfin, je voyais quelque chose de très, très noir. On s'en sort mieux. On s'en sort pas si mal, mais ça, c'est à cause du personnage de François aussi. Je le voyais pas forcément capable de rebondir et de se réinventer et en fait, bah, en regardant vivre Yann et Pauline, il est apparu assez évident que l'amour allait bien au-delà de 2 jambes, et d'une station debout. En fait, ils ont pas eu besoin de beaucoup me convaincre, il suffit de les regarder, enfin, de voir leurs regards posés l'un sur l'autre et de se rendre compte que le regard de Pauline n'a jamais changé. À aucun moment de leur parcours, même ces moments terribles où il explique qu'il a dû, il y avait une voiture garée devant le portail de leur maison, il a dû ramper sur un trottoir Ouais. par terre. À aucun moment de tout ce qu'ils ont pu traverser de plus sombre, le regard de Pauline sur Yann n'a changé et inversement. Et elle racontait aussi à un moment donné que, quand elle est arrivée à l'hôpital, je crois que c'est quand elle est arrivée à l'hôpital le premier jour, elle s'est dit: «Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir faire face. C'est terrible quand même, Mmh. c'est notre vie qui s'arrête à un moment donné». En tout cas, plein de projets qui s'arrêtent, ne serait-ce que le désir de maternité qui est très fortement remis en cause. Et puis elle est arrivée et elle dit: «Il m'a souri et c'est tout. Il m'a souri et c'était lui en fait, c'est le même. Fauteuil, pas fauteuil, c'est toujours lui. C'est toujours ce sourire». Et en fait, bah, donc, j'ai beaucoup parlé avec eux, je les ai beaucoup regardés sur leurs réseaux sociaux Ouais. puisqu'ils postent des photos de leur quotidien et puis je me suis rendu compte que, bah, beh, non, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours le même amour, même encore plus fort et Ouais, et j'ai ils envie de le dire. disent Mmh. eux-mêmes et lui, va même jusqu'à dire qu'il préfère l'homme qu'il est devenu aujourd'hui intérieurement en tout cas. Il s'est révélé, il s'est, ouvert, il a gagné en assurance, en estime de lui et donc ils m'ont complètement, retourné le cerveau et je ne pouvais aller que vers la lumière finalement. C'est pour ce genre de rencontres, finalement, que vous faites ce métier? Ah oui, 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 complètement. Et vous parliez de cette évolution tout de même de François et d'Éléonore, hein, Oui, dans votre livre. Il change, hein, complètement. Alors François, bien sûr, physiquement, mais surtout caractériellement. mentalement, oui. C'est important aussi pour vous que vos lecteurs changent d'avis sur les personnages au fur et à mesure de la lecture? Ah oui, 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 bah, les personnages, ils sont vivants, c'est de la matière vivante et Mmh. comme nous tous, d'un jour à l'autre, on n'est pas les mêmes et comme nous tous, on grandit, on trébuche, on se perd à des moments et on s'élève. En tout cas, le but, c'est d'aller qu'il y ait une petite ascension quand Ouais. même tout au long d'une vie et moi, j'aime beaucoup surprendre mes lecteurs. Je sais que beaucoup détestent François dans ce roman, En tout cas, de au premier début. Mmh. abord. Beaucoup sont agacés par Éléonore et puis plus ils grattent, plus ils apprennent à les connaître et plus ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus complexes que ça mais c'est comme ça dans la vraie vie, en fait, moi j'aime ça parce qu'au cours d'une première rencontre, on peut toujours avoir des a priori, Mmh. des idées préconçues sur les gens et même des gens qui nous agaçaient, lors d'une première rencontre, ils peuvent devenir nos meilleurs amis par la suite et c'est ça qui est beau, en fait, et le message, c'est de dire aux gens: «Ne vous arrêtez pas à une image, creusez dans la littérature et dans la vraie vie, creusez toujours». Alors c'est un roman assez noir, on peut le dire. En tout cas, il est cru, il est sans concession, sans filtre. Loin de la littérature feel good dans laquelle on a longtemps, j'ai l'impression, voulu vous enfermer. Justement, c'est un beau pied de nez à toutes ces personnes qui voulaient vous mettre dans une seule et unique case. Oui! Bah, je pense que, il y a c'est vrai que mes premiers romans étaient peut-être plus doux, Mmh. bah, en tout cas, j'osais moins le cru et la noirceur, mais je pense qu'il y avait aussi, ça part d'un malentendu aussi cette, catégorisation feel good
puisqu'on était déjà dans le dur, on était déjà dans des thématiques qui n'avaient rien à voir avec du roman feel good. Enfin, Mmh. si je reprends Les Lendemains et l'histoire d'un double deuil terrible, on était très très loin d'un roman léger. Donc je pense que voilà, il y a les deux. À la fois ma plume s'affirme et se teinte de noirceur, et à la fois il y avait un petit malentendu dès le début sur ce que j'écrivais. Et vous lisez quoi? Vous lisez des romans noirs? Oui, j'adore les romans Vous noirs. adorez ça. Oui, Donc vous étiez, bien inspirée, c'est effectivement. ça. On le disait en tout début d'interview, vous êtes la romancière la plus lue de France. Vous venez pas, hein, de ce milieu-là. Votre père travaille dans le bâtiment, votre mère est assistante maternelle, si Oui, je dis pas de bêtises. toujours, Vous oui. n'habitez pas à Paris, en tout cas pas au centre, Non. de Paris. C'est aussi un message d'espoir, tout comme le parcours d'Éléonore, hein, Oui. dans le livre, pour toutes celles et tous ceux qui rêvent de se lancer dans l'écriture, mais qui se disent qu'il y a trop de barrières sociales. Vous dites qu'en fait, l'ascenseur social fonctionne encore à condition d'y croire, de travailler pour et de ne rien lâcher. Oui, ben je n'y croyais pas moi-même, hein. Vous me disiez tout à l'heure quand est-ce que vous avez tapé à la Mm. porte d'une maison d'édition. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que j'étais persuadée que l'ascenseur était bloqué et que j'avais beau gaspiller 500 € d'impression, de manuscrits et d'envoi, ça ne mènerait à rien. On me poserait dans un coin du bureau et éventuellement on lirait 2 lignes Mm. sans plus s'intéresser à mon texte. Donc j'étais vraiment persuadée que tout était bloqué et tout était sans issue. Et donc, malgré moi, je démontre que oui, en effet, c'est possible, même sans réseau. Parce que j'étais Aussi. persuadée qu'il Mm. fallait le petit coup de piston, le réseau qui va bien, les codes sociaux, les habitus, enfin tout ça. J'étais vraiment persuadée qu'il fallait tout ça. Eh bien non. Et ça, je pense que c'est grâce à Internet, on peut mettre beaucoup de choses sur le dos d'Internet, beaucoup de Oui, ça ouvre les champs dérives des et de possibles. Mm. problèmes de société. Mais ça permet à beaucoup d'artistes du milieu de la chanson, de l'écriture, enfin de tout milieu, d'émerger malgré leurs milieux sociaux. Et Donc, s'il n'y avait pas eu cette plateforme, vous pensez que quand même un jour vous auriez franchi la porte d'une maison d'édition ou pas je sais sûr? pas, honnêtement, Ouais. j'en suis pas sûre. Maintenant, pour côtoyer mon éditrice, qui est aussi la responsable du service des manuscrits, je me rends compte que j'avais tort, qu'elle lit tout sans distinction, sans forcément réseau et piston. Donc je m'étais trompée, mais est-ce que j'aurais osé un jour? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous avez bien fait, hein, finalement de Oui. vous lancer, on peut le dire, sur cette plateforme. Quels sont vos projets pour la suite, Mélissa Dacosta? Je crois que vous avez à chaque fois des romans d'avance. Comment c'est possible? Comment vous trouvez à chaque fois l'inspiration? Je ne comprends pas. Alors l'inspiration, c'est pas un problème, ça fourmille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez un petit J'ai carnet tout le avec vous temps. tout le temps, vous prenez des notes? Alors j'ai un petit carnet où je prends éventuellement des notes d'idées de romans, mais la majorité sont dans ma tête. Je suis quelqu'un de ça fourmille en fait, sans cesse, j'entends des paroles de chansons, je discute avec une amie, j'entends un fait divers à la radio et sans cesse ça s'allume, il y a des petites ampoules qui s'allument. «Oh, Vous arrêtez jamais, quoi. ça ferait une bonne idée de roman!» Oui, oui, et je ne m'arrête jamais, jamais. Donc l'inspiration, elle est là. Et par contre, les 2 romans d'avance, tout simplement, quand Tout le bleu du ciel a été repéré sur cette plateforme, c'était mon 3e roman. Donc déjà, il y en avait 2 qui étaient prêts. Mhm. Je revenais des autres et Les douleurs fantômes qui ont été édités par la suite. Et donc, voilà, c'est grâce à eux que j'ai ces 2 années d'avance puisqu'ils sont sortis et pendant ces 2 ans et demi, pendant lesquels ils sortaient, ils se vendaient, j'écrivais et donc Et là, vous voulez pas vous laisser un petit peu de temps de pause comme le font certains Ah auteurs? si, j'aimerais, mais je me fais rattraper par mes idées. Non, non, vraiment. Là, j'ai eu une période de grossesse et j'ai eu 7 mois à la maison avec mon dernier bébé qui est né en février. Et donc, je me suis dit, allez, repose-toi, centre-toi sur autre Mm. chose, sur ta famille. Mais je ne peux Ça a pas, pas c'est plus marché. fort que moi. J'aime trop écrire. J'ai besoin de ça. Voilà. J'ai pas de calendrier prédéfini, j'ai pas de pression de la part de mon éditeur, Mm. absolument pas. C'est juste que c'est ma raison de vivre, l'écriture, donc c'est plus fort que tout. C'est un joli message. Alors, Ouais. c'est pour quand le prochain? On sait déjà ou pas encore? J'ai pas de calendrier, Ok. non, je ne sais pas encore, mais ça viendra. Bon, on a Il hâte est en prêt. tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Mélissa Dacosta, je rappelle évidemment le titre de votre très joli roman Tenir debout. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci.